d'immersion. On observe donc dans un certain nombre de pays africains, pas seulement francophones, un éveil. C'est-à-dire, je disais à mon ami que c'est une tendance lourde, cyclique qu'on observe. C'est dans le moment que nous avons choisi en tant qu'intellectuels pour relancer notre journal Papyrus qui a fait sa lancée désamorcée par l'endettement et le cycle de pays pauvres très endettés. Bon, on est plongé pour 30 ans. Maintenant, on voit que là où on est, on n'a plus de choix. On doit sauter. Et pour ça, nous devons devenir les acteurs de notre propre histoire au moins, pour ne pas retrouver notre place centrale dans le monde, dans les échéances à 3 niveaux, à 3 échelles de distance qui se profilent, 2030, 2050, 2080. C'est dans ce sens-là que nous les Africains, nous avons tendance à oublier notre propre histoire. En 1959, c'était 1959, il y a eu une conférence des peuples noirs qui a précédé l'organisation des États d'Afrique à Addis Abeba. Eh bien, docteur Digne, avant de vous relancer, on va permettre à la réalisation de nous donner le thème qui nous intéresse ce soir. C'est pas le Cameroun, on parle bien sûr de la recrudescence du terrorisme, des attaques terroristes sur le continent africain. Pour revenir un peu, on va peut-être présenter l'ouvrage dont vous parlez. C'est cet ouvrage, la Papyrus, qui replace la culture au centre du développement du continent africain. Voilà. Bon, je ressens mes idées pour dire que j'ai voulu dire qu'en 1900, pour rappeler l'historique bref, en 1959 et 56 et 59, il y a eu en 56 une conférence des intellectuels et artistes noirs à Paris et à Rome. En 56, en 69, il y a eu la conférence des peuples africains. Je ne me rappelle plus si c'était à Accra ou à Lomé. Il y a toujours une flotte. Les gars comprenaient à ce moment-là que si l'Afrique ne s'unit pas pour faire les États-Unis d'Afrique immédiatement à la demande de Nkrumah qui en était le promoteur, on allait passer des heures les plus sombres de notre histoire, les 70 années qui devaient passer. Et c'est ce qui est arrivé. Le terrorisme n'est pas né. Il y a 2 types de terrorisme d'abord. Dans les années 60, ce qu'on appelle terrorisme ou maquis, c'était les combattants, freedom fighters, les mouvements de libération pour requérir l'indépendance totale de l'Afrique. Vous vous référez seulement au présentisme, c'est-à-dire tout de suite, qu'est-ce qui se passe? C'est que le monde devenant multipolaire, par anticipation, les Américains veulent par anticipation dominer le monde et le maintenir sous leur joug, avec tout ce que cela entraîne comme avantage pour les classes dominantes occidentales. Donc ils créent le terrorisme là où généralement il y a des richesses. Et ça leur permet de venir vous protéger alors qu'ils ne viennent pas en réalité vous protéger. C'est ce qu'on a découvert au Mali, même si on ne le dit pas assez. Donc le phénomène du terrorisme ou des luttes armées actuelles n'a rien à voir avec les mouvements de libération des années 50 et 60. C'est des factions qu'on crée de l'Occident et qu'on injecte en Afrique pour continuer à balkaniser davantage notre continent. On a prévu au Nigeria qu'il y aura 4 États. On a créé au Soudan du Sud 2. On pense au Cameroun, il y aura 2. Donc, quand les peuples voient ces tendances-là, à la place des gouvernants, ils commencent à s'organiser. C'est ce qu'on a appelé au Mali le passage de la révolte à l'insurrection et qui a forcé l'armée à prendre ses responsabilités, à se ranger du côté du peuple. C'est aussi simple que ça. Donc, pour moi, le mot terrorisme, c'est le langage de l'adversaire. Ce sont ces agents de subversion que nous appelons les terroristes. Ici, on se documente mieux.
Je laisse à d'autres le soin d'argumenter. Merci à vous, docteur Jean-Edouard. On va donc revenir sur le plateau pour retrouver Fousseynou Ouattara, vice-président, je le disais, de la commission défense du CNT du côté du Mali. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et également Issa Diawara. Est-ce qu'Issa Diawara est déjà avec nous? Eh bien, le temps que Issa Diawara nous rejoigne, eh bien, Fousseynou Ouattara, on a écouté le docteur Jean-Edouard qui a brillamment expliqué ce qui était devenu en tout cas le terrorisme aujourd'hui. On l'a vu du côté du Mali, ceux qui sont censés être nos alliés, ceux qui sont censés venir nous protéger sont là plutôt pour armer les terroristes et les financer, les entretenir, ce qui conduit à la balkanisation, comme il a d'ailleurs dit, de nos États. Est-ce que c'est pas là la définition parfaite de ce qui se passe aujourd'hui sur le continent africain? Ok, merci bien. Effectivement, sur le continent africain, nous voyons ce que vous venez de décrire. Le terrorisme qui est en train de se propager un peu partout. Nous savons que c'est un concept qui a été créé spécialement pour encadrer le développement de l'Afrique et nous maintenir dans une situation de dépendance totale et permanente vis-à-vis des États européens ou américains. Donc, si nous voyons même l'évolution des choses, nous savons que les terroristes sont équipés par des puissances qui ne disent pas leur nom, comment ils sont introduits sur nos territoires, parce qu'au début, on nous a fait perdre d'abord notre faculté à contrôler nos frontières, nos territoires, et en fin de compte, on a vu que chaque jour, il y a de nouveaux arrivants, des terroristes qu'on n'avait jamais vus sur le sol africain, et on nous faisait croire que c'est dû au fait que nous-mêmes, nous sommes incapables d'assurer notre propre sécurité. Et puis, on nous accusait que nous sommes incapables d'assurer notre propre sécurité. Donc, on faisait remplacer nos forces de défense et de sécurité par des coopérants, je ne sais pas, enfin, des soldats européens et consorts qui, dans leurs valises, dans leurs trucs, comme des chevaux de Troie, amenaient ces terroristes-là. On voit même par la manipulation de certains armements que ce sont des gens qui ont été bien formés dans des camps d'entraînement. Ce ne sont pas des bergers, des paysans qui se sont levés du jour au lendemain pour prendre des armes et combattre une armée d'élite comme l'armée malienne. Donc on voit bien que c'était des gens qui étaient très très bien formés et que derrière tout ça, il y a un programme bien préparé, il y a un plan bien finé pour maintenir l'Afrique dans une certaine dépendance. Dans cette dépendance, il a été longtemps fait, mais les Africains aujourd'hui semblent avoir compris ce qu'était vraiment l'Occident. Effectivement, parce que c'est ça qu'on essayons de le faire comprendre. Par exemple, ici au Mali, on a essayé d'expliquer aux gens. Je donne un exemple. Si, comme au Coréma, d'habitude, on donne cet exemple-là pour que les gens puissent comprendre. Si vous prenez un crocodile du fleuve du Niger, du fleuve Nil, et un crocodile de l'Australie qui vit dans les mers, vous voyez que ce ne sont pas les mêmes forces. C'est comme un poisson, quand vous le prenez, vous le mettez dans un petit aquarium, il ne va jamais grandir. Donc c'est ça que la France et d'autres puissances veulent faire de nous, le peuple africain, encadrer notre développement, essayer de tout contrôler. Parce qu'un jour, ils se sont rendus compte qu'ils ont perdu la main avec les pays arabes, avec la Chine et ainsi de suite, qui parviennent à les concurrencer aujourd'hui. Maintenant, ils ne veulent plus tomber dans de tels états et ils veulent que les ressources qui sont sur nos sols ici, c'est eux qui vont en décider quoi faire, quand faire et comment faire. Alors qu'aujourd'hui, là où nous sommes, le peuple africain est assez mûr, assez mature pour décider de son propre sort. Nous n'avons plus besoin de tutelle de qui que ce soit. Nous voulons des partenaires francs, des partenaires qui vont venir dans un partenariat gagnant-gagnant, travailler avec nous. Si la France sait qu'elle peut se mettre dans cette optique-là, on va travailler ensemble. Sinon, il y a beaucoup d'autres partenaires. Mais on veut nous faire croire que dans ce monde-là,
surtout l'Afrique occidentale ici, on doit toujours passer par la France ou bien par les alliés de la France et faire croire que la soi-disant communauté internationale, là, comme si le reste du monde n'existait pas. Si on n'est pas d'accord avec eux, on vient nous menacer, on vient dire que nous sommes isolés. Mais aujourd'hui, le Mali est en train de montrer que le Mali n'est pas isolé et le Mali a des compétences, le Mali a des ressources pour se défaire complètement du tutelle de la République française. C'est ça que nous sommes en train de faire. Si la France parvient à avoir de bons sentiments, ce dont je ne suis pas sûr, parce qu'aujourd'hui on voit que à la tête de la France, il y a un homme qui manque de beaucoup de maturité, et il y a des vieux politiques aussi qui ont perdu vraiment un peu le boussole. Voilà, ils se croient comme étant les maîtres du monde, mais la réalité est en train de les attraper, et pas nous. C'est nous qui vivons aujourd'hui. Nous allons tout faire pour sauvegarder notre indépendance, tout faire pour sauvegarder notre faculté de décider de nous-mêmes, de notre devenir et de ce qu'on veut faire du Mali et de l'Afrique. Fousseynou Ouattara pour cette autre intervention. On va donc revenir sur le plateau et retrouver Patient Parfendom. Eh bien, on parle depuis quelques minutes des ressources, des fameuses ressources qui semblent être le nerf de la guerre. On a parlé de nouveaux partenariats, de coopération gagnant-gagnant. On en parle tous les jours. Mais au vu de la situation actuelle, Patient Parfendom, est-ce que c'est encore possible d'avoir une coopération gagnant-gagnant avec les alliés d'hier qui semblent être devenus des ennemis aujourd'hui? Merci Genova pour cette invitation. Un bonsoir particulier à Dine Edouard, ce grand homme dont j'ai eu la chance de côtoyer. Et merci pour sa présence sur notre plateau aujourd'hui. Il nous suit de très loin et il sait très bien que le combat panafricain a pour principal vecteur sur le plan médiatique aujourd'hui Afrique Média. Donc nous lui disons merci pour sa présence ici parmi nous. Effectivement, dans votre question, le terme des partenaires de toujours peut être évidemment remis en cause, d'autant plus qu'on ne voit pas en quoi ces gens ont tué tous nos partenaires. Un partenaire, c'est quelqu'un qui t'accompagne dans le cadre de la réalisation d'un certain objectif, n'est-ce pas? Alors, posons de la question. Un pays comme le Mali, non seulement puisqu'on parle de lui aujourd'hui, qu'on nous dise un peu en quoi le partenariat avec le pays qu'il a toujours considéré comme son allié stratégique, quels sont les dividendes de cette collaboration? Les dividendes de cette collaboration, on l'a vu très rapidement, c'est plutôt la menace, même existentielle, de l'État malien. La menace, même existentielle, j'allais dire, du peuple et de la culture malienne. On a voulu tout saccager, vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Tombouctou. On ne peut pas vouloir accompagner un peuple, aimer des gens, être leur partenaire privilégié, comme les gens nous disent, et laisser qu'il y ait des menaces aussi fortes qui planent ou bien qui s'exercent sur cet allié-là, sur cet ami-là. Et c'est pour cela la raison fondamentale aujourd'hui, les gens ne veulent pas le voir. Qu'est-ce qui a causé la chute de la Libye et l'assassinat de Kadhafi? C'était la question de la préemption de ces richesses. Et avec les conséquences que cela a produit. Première conséquence, c'est devenu un lupanar. L'arsenal libyen, tout le monde est venu se servir à bouche que vêtue. Mais ce qu'on ne dit pas assez aux gens, c'est qu'on a vu des instructeurs venus du Qatar et du Golfe venir essayer de modifier la perception de la pratique de l'islam dans toute la bande sahélo-sahélienne en expliquant à des jeunes que, attention, ce sont des mécréants, ces imams-là, qui pratiquent un islam qui n'est pas du tout dans les normes, j'allais dire, dans les fondements de ce que dit le Coran, mais avec pour objectif de créer une situation complètement de délitement de la société pour justement imposer, la présence de ces forces étrangères sur notre sol, 2, nous imposer, n'est-ce pas, de nouveau des contrats de Onem pour continuer de piller à bouche que vêtue nos richesses. Je vous rappelle que, alors nous parlons en Libye, c'est toujours un pays qui n'a presque pas d'État. C'est un pays qui n'est plus de tout gouverné. Mais, curieusement, dans ce désordre, dans ce chaos libyen, on continue de pomper et le pétrole et le gaz et tout ce que vous voulez. Pour le cas de Mali, on a bien vu que plus
on nous parlait des forces Barkhane, Takuba, tout ce que vous voulez. La rébellion ne faisait que descendre vers le sud, vers la capitale. Au point où des zones où les gens ne connaissaient pas cette insécurité-là se sont retrouvés au cœur de cette insécurité. Je parle par exemple du centre de Mali. Mais curieusement, la zone de Kidal était où l'administration malienne était exclue, où l'armée malienne était complètement chassée, mais où des forces soi-disant venues nous sauver collaboraient en parfaite harmonie avec des prétendues forces sécessionnistes. Donc, quel était le projet? Le projet était simple. Diviser. La balkanisation, tout à l'heure, Dine-Edouard l'a dit. L'a rappelé. Balkaniser pour mieux exploiter les oppositions africaines, comme l'homme le disait avant. Pour mieux exploiter ce qui est dans notre sol et notre sous-sol. Mais depuis un certain temps, il y a de nouveaux paradigmes qui se sont créés, il y a de nouvelles réalités qui sont créées, mais surtout une nouvelle approche sur le plan de la communication, de cette réalité de l'éducation, de la pédagogie que beaucoup de jeunes comme vous avez mis en avant pour dire au peuple africain, personne d'autre ne viendra vous sauver. C'est vous-même qui serez les principaux acteurs de votre libération. Et ça, la jeunesse africaine l'a pris à bas le corps. C'est pour ça que ce héros aujourd'hui est d'être devant cet ouvrage Papyrus qui vient de sortir, qu'on vient de nous remettre de ce nouveau bébé. En fait, c'est un ancien nouveau. Ouais, c'est un ancien nouveau. C'est un jeune vieux. C'est un peu comme un Kirikou, quoi. Bon, voilà. Qui, de nouveau, entre les mains des jeunes Africains, va leur redonner des ressorts nécessaires pour que, ils puissent comprendre les enjeux de l'heure, mieux les analyser et trouver des solutions pour permettre à ce que l'Afrique ne soit plus le marchepied, n'est-ce pas, de ces gens-là, excusez-moi, je ne veux pas être violent aujourd'hui, mais de cet Occident qui, pour elle, a compris que on doit tout faire pour avaler l'homme noir au rang de la bête. C'est terminé ça. Et c'est ce que dit le peuple malien. Avec, n'est-ce pas, cette insurrection qu'on a vue au Mali. C'est ce que disent les élites maliennes sorties de ventre de ce peuple qui a décidé de prendre son destin en main, qui ont décidé plus jamais. On a même vu, curieusement, avec beaucoup de plaisir, des gens qu'on nous disait qu'ils n'en voulaient plus. Ils ne voulaient plus de faire partie de cette entité qu'on appelle le Mali. Je parle de nos frères qui sont au nord du Mali. Dit plutôt que, mais c'est maintenant que nous comprenons, dans le mauvais jeu dans lequel on a voulu nous entraîner. Au contraire, nous sommes totalement en accord et en osmose avec nos frères de Mali, parce que nous savons une seule chose, c'est seulement dans l'unité qu'on pourra le mieux exploiter ce que Dieu nous a offert comme richesse, mais surtout être en capacité d'être la lumière pour cette sous-région, de pouvoir apporter des solutions adéquates pour sortir notre peuple de sa pauvreté endémique dans laquelle il a été plongé, mais être aussi un phare pour l'ensemble des peuples africains, pour qu'on puisse transformer l'essai, qui voudrait quand même que cet enfant-là qui avait les poches bourrées de diamants et qui mourra affamé, a compris aujourd'hui en fait ce que sont les diamants qu'il a dans ses poches et que progressivement il va permettre à lui et à tout son entourage de vivre mieux parce qu'il a compris le sens de ce que sont ces diamants dans les poches. Et je dis bravo au peuple malien. Je dis bravo, n'est-ce pas, à tous les exécutifs maliens. Je pense au colonel Assimi Goïta, au premier ministre Choguel Maïga, mais aussi au peuple malien, sans qui on n'aurait pas eu la capacité d'avoir cet exécutif aujourd'hui qui fait ces merveilles-là. Ne l'oublions jamais. Effectivement. Ne l'oublions jamais. Il n'y a pas question d'avoir quelqu'un, il n'y a pas de messie ici. Choguel Maïga et Assimi Goïta existent parce que justement, nous avons le peuple malien qui a compris les enjeux et qui a décidé d'aller de l'avant vers la reconquête de sa souveraineté. Et c'est ce que nous, les Africains, nous demandons aujourd'hui à l'ensemble de ceux qui sont encore légèrement en retard. On devait indexer personne pour leur dire le monde change. Le monde est en train de prendre un virage extrêmement dangereux. L'Afrique doit être prête pour assumer son rôle dans la redéfinition des relations de ce nouveau monde-là. Et c'est pour cela qu'à la suite du docteur Dine-Edouard, je pourrais vous dire, je dis avec vraiment tout le poids des mots que je peux exprimer, que nous avons besoin de l'unité de notre Afrique aujourd'hui. C'est dans l'unité qu'ils seront capables de réaliser ces challenges qui nous attendent devant. Merci à vous, patient parfum d'homme. Eh bien, notre ami Issa Diawara nous a donc rejoint. Bonsoir et bienvenue, cher Issa. Bonsoir à vous, bonsoir Junior Wafo. Bonsoir à tous ceux qui sont avec vous sur le plateau et bonsoir à tous ceux qui suivent Afrique Média.
Eh bien, Issa Diawara, on va vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant avec cette question. On parle ce soir des crises sécuritaires multiples sur le continent africain. On parlera ensemble tout à l'heure des solutions qu'on peut avoir. Mais avant, les différents intervenants qui sont passés avant vous ont fait état de ce que seule l'unité des peuples africains pourra vraisemblablement sortir le continent africain de cette mauvaise impasse. Ok, merci. Monsieur le journaliste Junior Wafo, l'unité des peuples africains, oui, bien sûr, ça c'est une évidence. Mais maintenant, je crois que le grand problème, c'est comment construire cette unité des peuples africains. C'est là que nous devons commencer. Maintenant, comment construire cette unité des peuples africains, sachant que les peuples africains aujourd'hui appartiennent peut-être à différents blocs, ou des chefs des peuples africains aujourd'hui sont d'une manière ou d'une autre. Le problème, c'est pas au niveau des peuples. Au niveau des dirigeants de ces peuples surtout. Ce sont ces peuples-là qui font appartenir les peuples africains aux différents blocs. Sinon, les peuples africains en tant que tels, nous sommes un. Il n'y a pas de problème. Nous sommes unis. Du Mali au Cameroun, en Afrique du Sud, nous avons presque les mêmes cultures. Et nous appartenons à une grande civilisation. Nous appartenons aux mêmes valeurs du passé. Donc nous avons à peu près la même façon de voir aussi l'avenir. Chez nous, en Afrique, je pense que l'unité est déjà là. Maintenant, qu'est-ce qui a un peu fissuré cette unité? C'est ce qu'il faut voir. C'est quand les Occidentaux ont intervenu ici, quand ils sont d'abord arrivés en explorateurs, ensuite ils sont venus comme des esclavagistes, ensuite ils sont venus occuper nos pays. Quand les Occidentaux sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont partagé l'Afrique comme on partage la chair du bœuf. Maintenant, l'Afrique étant partagée, certains pays africains se retrouvent être dans un précaré, si ce n'est pas de la France. D'autres se retrouvent dans un précaré de la Grande-Bretagne. D'autres se trouvent peut-être même, avec la Belgique. Donc, voici comment l'Afrique a été morcelée. Mais le peuple africain en tant que tel appartient toujours aux mêmes valeurs. Maintenant, l'Afrique étant morcelée géographiquement. Parce que c'est ce qui se passe. Nous sommes morcelés géographiquement et politiquement. Puisque ceux qui ont morcelé l'Afrique ont pris le soin de placer à la tête de chaque partie de l'Afrique, ce qu'ils ont appelé des pays maintenant, ils ont pris le soin de placer leurs pions à la tête de chaque pays. Et ils disent, suivant leur langue, que ceux-ci sont des pays francophones, d'autres sont des pays anglophones, d'autres sont des pays lusophones. C'est cette division qu'ils ont créée. Maintenant, nous, comment surpasser cela? C'est pourquoi je dis comment construire l'unité des peuples africains. C'est là la question qui se pose. Est-ce le préalable, ce n'est pas d'abord que chaque peuple prenne conscience de ses défis et essayer de mettre à côté son dirigeant laquais ou de transformer son dirigeant laquais en vrai panafricaniste. C'est là la question qu'il faut, qu'il faut poser. Donc maintenant, ce sont les dirigeants qu'il faut corriger. Il faut que les peuples récupèrent le monopole, le contrôle des dirigeants. Tant que ces dirigeants se croiront plus forts que les peuples, mais tout ce que nous faisons, c'est presque vouloir l'échec. Il faut que les peuples redeviennent plus forts. Je vous ai dit ce qui se passe au Mali. Les dirigeants sont en train de se ranger derrière la volonté populaire. Ça, c'est la volonté de la majeure partie des Maliens. C'est ce que la majeure partie des Maliens décident aujourd'hui. Toutes les manifestations que vous voyez, ce n'est pas l'État qui est derrière. Les gens sortent d'eux-mêmes. C'est ce qu'il faut multiplier. Il faut créer beaucoup de petits Mali ailleurs. S'il y avait déjà des grands Mali, il faut permettre tous ces Mali de se retrouver. Les États qui ont déjà dévancé le Mali, tels que l'Algérie, peut-être l'Afrique du Sud et d'autres États, qui étaient déjà très souverainistes, il faut que ces États-là se rejoignent. Qu'on se donne la main et qu'on essaye de sauver tous les autres États africains qui sont toujours du côté du mal. Vous savez, l'insécurité en Afrique, le terrorisme. Le terrorisme, c'est un produit. C'est un produit que les Occidentaux ont créé. C'est la même chose quand ils créent peut-être coronavirus. Et ensuite, ils vont créer le vaccin de coronavirus. Le terrorisme, c'est leur produit. C'est quelque chose qu'ils ont fabriqué. Ça a été mûrement réfléchi. Comment revenir occuper militairement les autres États du monde? Par quel prétexte? Comment est-ce que nous pouvons en justifier? Donc d'abord, il fallait créer une attaque terroriste sur le sol américain. On a vu le 11 septembre. Il faut en créer d'autres. La France en a fait chez elle.
La Grande-Bretagne en a fait. Toutes ces puissances-là, tous les États qui ont des politiques interventionnistes ont créé des attentats terroristes sur leur propre sol, dans leur propre territoire. Et ensuite, maintenant, pour justifier la répression de ces terroristes, il faut envahir maintenant des États souverains, des États indépendants. C'est pourquoi nous avons leurs bases militaires un peu partout. Donc le terrorisme, c'est leur produit. Comment nous allons nous unir? C'est à nous de savoir que d'abord le terrorisme, c'est un produit qui est fabriqué. Comment développer ensemble les mécanismes pour détruire ce terrorisme. L'autre jour, des chefs d'état-major de la CEDEAO ont fait une réunion à Accra. Le Mali a été mis de côté. Imaginez que le Mali, selon les calculs de l'Occident, le Mali est la deuxième puissance militaire de l'Afrique de l'Ouest après le Nigeria. Ça, c'est suivant leur estimation. Vous faites une réunion. Le Mali, en Afrique de l'Ouest, est le pays qui connaît le plus de groupes terroristes. En Afrique de l'Ouest, le Mali est le pays qui est en train de montrer au monde comment vaincre le terrorisme uniquement par des militaires africains. Comment des États de la CEDEAO, beaucoup dans leur cas qui n'ont jamais connu d'attaque terroriste, se réunissent sans le Mali, tout simplement parce qu'ils ont réussi un ordre quelque part, ils mettent le Mali à côté, mais de quoi ils vont parler? Quelle expérience? Qu'est-ce qu'ils vont partager là-bas? Qu'est-ce qu'ils vont planifier? Est-ce que c'est une réunion juste pour voir les petites subventions que l'Occident accorde? Et ce n'est même pas des subventions. L'Occident met généralement à la disposition de la CEDEAO de 2 mois, c'est que l'Occident nous vole en essayant de garantir nos monnaies. L'Occident ne nous donne rien, bien au contraire. Si l'Occident nous vole 100 milliards de francs CFA, c'est qu'il nous donne après, comme aide au développement ou quoi là, et sous forme de dette encore, d'endettement, c'est juste 10 milliards. C'est le 1/10 de ce qu'ils nous vole. Donc, pour combattre le terrorisme, en Afrique d'abord, il faut construire l'unité des peuples africains. L'unité est là, mais l'unité politique des peuples africains. Il faut construire cette unité politique, et il faut construire cette unité sécuritaire. Il faut que l'Afrique sache qu'elle peut être défendue uniquement par les armées africaines. Que les armées occidentales qui viennent ici ne viennent pas se battre. Je dis, je le répète, les militaires français qui sont morts au Mali, ils ne sont pas morts au combat. Ils sont morts pour la plupart des cas dans des engins blindés quand ils étaient en train de se promener. Ou dans des hélicoptères quand l'Algérie a abattu leurs hélicoptères. Donc ils ne sont jamais morts dans un combat frontal face aux terroristes. Les terroristes, c'est leur création. Je dis et je le répète, si la France n'avait pas implanté une base militaire au niveau de Gossi, l'État islamique au Grand Sahara n'aura jamais vu le jour. C'est quand la France a implanté cette base dans cette région du Mali, dans cette partie du Mali, que l'État islamique au Grand Sahara a été créé et a eu comme base d'opération la zone des 3 frontières. Et une raison de plus pour justifier la présence de la France. Regardez toutes les coalitions militaires qui opèrent aujourd'hui contre le terrorisme en Afrique. Que ce soit la MINUSMA qui se promène, que ce soit le G5, toutes ces coalitions tiennent leur résolution de la France. C'est la France qui partait faire renouveler leur mandat. Donc, si nous voulons une unité vraie des peuples africains, pas une unité uniquement comme ça, mais une unité vraie, qu'elle soit politique, qu'elle soit culturelle, comme c'est déjà le cas, qu'elle soit sécuritaire et qu'elle soit carrément de façon unitaire. Si nous voulons cette unité, si nous la voulons, il faut qu'elle soit de façon vraie, réelle. Il faut qu'on commence à dégager l'Occident de tous nos pays. Il faut qu'on les sorte de là. Et tous les dirigeants qui voudront garder l'Occident à leur tête, il faut trouver un plan pour les dégager. Il y a des jeunes officiers valables en Afrique. Il y a beaucoup d'Assimi Goïta, il y a beaucoup de Thomas Sankara qui sont prêts à refaire les rêves des pères des indépendances africaines. Merci. Merci à vous également, cher Issa Diawara. On va donc revenir sur le plateau avec le docteur Dine Edouard. Tout à l'heure, Patient Parfendom nous a présenté
ce magazine Papyrus que je vais présenter une fois de plus. Il faut rappeler que Dr Diné-Edouard, vous êtes le directeur de publication de Papyrus. Pour vous qui avez donc eu la chance de côtoyer Cheikh Anta Diop, nous en parlions en début d'émission, et vu le rapport particulier que vous avez avec la culture africaine, est-ce que, Pacham Parfendom le disait également tout à l'heure, l'Afrique a longtemps été le marchepied de l'Occident. Est-ce que l'Occident n'a pas donc réussi un peu à faire de l'Afrique son marchepied, parce que ces derniers ont réussi à casser, à briser, à faire oublier aux Africains leur civilisation? J'ai l'air jeune, n'est-ce pas? J'ai l'air jeune. Très jeune même. J'ai la chance d'avoir 73 ans. Donc j'ai vécu beaucoup d'événements, non seulement en Afrique, mais au Cameroun. C'est pour ça que j'approche certains problèmes avec prudence. J'ai dit, dans le conscientisme, ouvrage cathédrale de Kwame Nkrumah, il disait que l'action sans réflexion, sans cerveau, est inutile. C'est pour ça que je disais que nous faisons la différence entre révolte et insurrection. Dans ce papyrus, on compare la situation en images de la du Burkina Faso et du Mali. En 2014, on a chassé le président Compaoré. On a une image iconique. En 2020, on a vu les Maliens et les Burkinabés bloquer les convois de l'armée française. Le jeune Sawadogo a même descendu l'hélicoptère. Un drone avec sa un drone français. C'est ça les images symboliques d'une révolte. Mais à ce jour, on est en train de se demander si le produit va fabriquer un Mali bis. Parce que le Mali, lui, après des mois d'insurrection, d'auto-organisation, je disais que pour mobiliser les gens, il faut la logistique. Ça demande une capacité d'organisation au-dessus de la moyenne. C'est ça qui mène au changement. Et les militaires ont pris le relais parce que la classe politique était à bout de souffle. Donc, il y a un rapport de force réel entre l'organisation sociale et populaire et les militaires qui sont les exécutants de la volonté de ce peuple-là. Ce n'est pas le cas encore en Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso, les rapports de force ne sont pas encore évidents. Donc, c'est pour ça que nous sommes arrivés à l'idée que, par rapport au père fondateur, Lumumba, que nous classons comme un homme de lumière, Cheikh Anta Diop, qu'on classe comme un intellectuel de combat, et Kwame Nkrumah comme un visionnaire organique de ce que l'Afrique doit devenir, on a eu l'idée de relancer Papyrus pour équiper l'action sociale d'un cerveau. Et c'est à partir de là que la problématique s'est posée de savoir, et si on lit les réseaux sociaux, c'est un doute qu'il y ait des intellectuels en Afrique. Effectivement. Mais les intellectuels, c'est une construction sociale. Ce n'est pas le diplôme qui fait de toi un intellectuel. C'est quoi un intellectuel, docteur Diné-Edouard? Non. Je disais en deux mots que un intellectuel, c'est quelqu'un qui a un rôle dans sa société pour l'élever vers le haut. La technologie de sa production intellectuelle vient pour enrichir cette action-là. C'est pour ça que dans Papyrus, on présente Einstein comme le plus grand intellectuel du XXe siècle. Simplement pourquoi? Parce qu'en plus de travailler sur l'atome, quand il est arrivé aux États-Unis, il était membre de coordination dans le NAACP, qui était le mouvement d'émancipation des Noirs. C'est extrêmement important. Albert Einstein. Oui. Et Papyrus va même plus loin, pour dire qu'il est un groupe sanguin africain. Donc c'est pour dire que ce n'est pas la peau qui fait le noir. C'est entre parenthèses. Donc, nous manquons d'intellectuels à deux niveaux. Ceux qui sont en Afrique, et ça ne dépend pas de l'œuvre des gouvernements, ils ne sont pas organisés. Ce qu'on appelle intellectuels organiques. Ils ne sont pas organisés. Par corps de métier, par transafricanité, pour que le simple problème du Covid là, on a vu comment on a étouffé l'initiative de Madagascar.
notre diaspora, elle n'est pas organisée. L'expérience que j'ai vue des diasporas asiatiques, chinoises et indiennes en Amérique a montré qu'elles sont beaucoup plus organisées. C'est pour ça qu'ils sont au top de la multipolarité maintenant. C'est-à-dire quand un événement comme Ebola surgit avant le Covid, c'est parti de Sierra Leone et quand c'est rentré au Nigeria, une fille physicienne à l'aéroport s'est sacrifiée pour bloquer le porteur d'Ebola. Elle est décédée 48 heures après. Entre-temps, les scientifiques nigérians du CDC, le Centre de Disease Control Atlanta, ont envoyé le vaccin. Or, au niveau de l'Afrique, nous n'avons pas encore ce potentiel-là. Le Niger est un cas exceptionnel. Pour donner un cas, quand Elon Musk, que les Afro-Américains appellent africains, parce qu'il est né en Afrique du Sud, surtout en Afrique du Sud, effectivement, a racheté, par exemple, Twitter. Un Nigérian est en train de racheter YouTube. Donc c'est pour dire que la diaspora nigériane n'a rien à voir avec la diaspora africaine en général, parce que nous sommes démotivés idéologiquement, et c'est ce que nous appelons la conscience historique. Quand les Chinois travaillent en Amérique, ils savent pourquoi ils travaillent. Quand les Indiens travaillent en Amérique, ils savent pourquoi ils travaillent. Nous devons conscientiser notre intelligentsia. La production intellectuelle, c'est pour renforcer les Africains. Et quelqu'un a dit, pendant 5 siècles, nous avons passé le temps à bâtir le monde occidental. Il est peut-être temps qu'on bâtisse notre propre monde avec le même potentiel de savoir. C'est ça l'idée d'intellectuel. Je suis rentré au Cameroun, par exemple. Après 20 ans des États-Unis, les gens sont surpris. C'est parce que je suis parti aux États-Unis, parce que j'ai rencontré Cheikh Anta Diop qui m'a dit, mon fils, tu en sais autant que moi, mais il faut t'institutionnaliser. C'est-à-dire, quand tu parles, on t'écoute. J'ai passé 15 ans supplémentaires aux États-Unis sur les bancs de l'école pour que dans mon domaine, je sois une autorité. Et c'est ça qu'on a. Ce n'est pas les diplômes. Et je disais à mon ami universitaire à Yaoundé que je suis professeur, mais pas comme lui. Parce qu'aux États-Unis, quand tu enseignes une classe, à la fin du semestre, les étudiants te notent. Et toi aussi, tu les notes. C'est extrêmement important. Quand tu veux publier, tu ne payes pas un éditeur, comme la plupart payent Katala ou Harmattan. C'est l'éditeur qui te choisit en disant je veux publier ton ouvrage. Donc, c'est toute cette construction sociale-là qui fait que quand une société est démembrée comme la nôtre, nous faisons de la simulation, ce que Baudrillard appelle le simulacre. Mais nous ne produisons rien pour notre société. Et c'est extrêmement important. Donc, Papyrus, c'est donc pour créer une conscience d'une élite, ce qu'on appelle le leadership social, qui est une construction sociale, qui fasse que quand on a des échéances, qu'on puisse savoir que quand le peuple veut bouger, il y a des gens dans les laboratoires qui créent les conditions et les procédures de ce mouvement. C'est tout. La culture se présente désormais à vous entendre comme l'élément central. On a parlé tout à l'heure de l'unité des populations, mais au cœur de cette unité, on peut désormais placer la culture. Voilà, et là je reprends Aimé Césaire qu'on cite également là-dedans. Il dit, faire la poésie c'est bien, le football c'est bien, ça sédimente le peuple. Mais la culture, c'est tout ce que l'homme a inventé pour rendre le monde vivable et la mort affrontable. On ne peut pas jouer la comédie. Pour que notre monde soit vivable, quelles sont les conditions qu'il faut? Un professeur de l'Ouest africain, je ne sais pas s'il est béninois, qui disait qu'il y a des conditions minimales. 70 ans après les indépendances, avec les ressources que nous avons, même à l'exportation seulement, on devait électrifier toute l'Afrique. On devait donner l'école gratuite à toute l'Afrique. Et je le dis pourquoi? Parce que quand on forme quelqu'un, on n'a pas besoin de chercher un emploi. Et je voulais, pour finir, faire une digression pour dire ceci. Nous jugeons la vitalité des sociétés par le nombre d'ingénieurs qu'ils produisent par an. Je ne sais pas si vous avez le nombre de Camerounais ingénieurs qu'on produit par an. Mais je peux vous donner une idée. Nous autres intellectuels africains, nous respectons la Russie. Pourquoi? La Chine
et l'Inde produisent 1,5 million d'ingénieurs par an pour 1 milliard et plus d'habitants. La Russie a la moitié de la population de l'Amérique, entre 140 millions et 200 millions. Ils produisent 450 000 ingénieurs par an. Les États-Unis produisent 225 000 ou 250 000, la moitié. La Russie produit plus d'ingénieurs que les États-Unis. Avec la moitié de la population. La France, qui se prévaut grande puissance, quand on regarde les vrais ingénieurs qui produisent, c'est 37 000. Ils sont en train de titrer les chiffres maintenant pour montrer que... Et eux aussi, ils essaient. Ouais. Donc c'est ça, la culture, donc, c'est ce maillon de la société qui tient les autres et les élève. Et les membres individuels travaillent dans ce sens-là. C'est ça qu'on appelle l'intelligence individuelle et l'intelligence collective. Même les fourmis peuvent nous donner l'exemple. Merci à vous, docteur Digne-Edouard. On va donc faire un autre tour de l'autre côté pour retrouver Fousseynou Ouattara. Il faut dire que quand on écoute le docteur Digne-Edouard, on comprend mieux la place de la culture en tant que non-africains. Les Occidentaux l'ont compris depuis des années. C'est sans doute pourquoi ils ont pu faire de l'Afrique ce qu'ils voulaient. Patient Parfendom m'a dit que l'Afrique était le marchepied, a longtemps été le marchepied de ces Occidentaux-là. Pour revenir un peu du côté du Mali, il faut dire qu'il y a quelques jours, il y a une avocate d'Alassane. Il faut dire qu'Alassane, c'est un de ces terroristes qui a été arrêté, malien, qui a été arrêté au Mali, qui est d'ailleurs jugé de l'autre côté de la Cour pénale internationale, qui disait que la France est responsable de la destruction des biens culturels du Mali et pas seulement. Après avoir écouté le docteur Digne-Edouard, on semble mieux comprendre pourquoi les Occidentaux se sont attaqués à certains édifices, à certains monuments quand ils sont arrivés au Mali. Qu'on puisse comprendre, parce que notre culture, c'est notre racine. C'est ce qui nous lie à notre passé. C'est ce qui fait le pont aussi avec le présent et le futur. Il suffit de plateau, on semble avoir des soucis de connexion avec Bamako, tout en rappelant que le standard est désormais ouvert, chers téléspectateurs. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent participer à l'édition de ce soir, n'hésitez pas à composer l'un des numéros qui s'affiche au bas de votre petit écran. Vous serez reçu au standard de la télévision panafricaine. Le temps que la connexion se remette en place avec Bamako, on va revenir sur le plateau avec vous, Patient Parfendom, pour dire, quand on a, après avoir parcouru un peu ce magazine Papyrus, le docteur Digne tout à l'heure faisait état des images d'illustrations qui sont utilisées dans ce magazine. On peut dire qu'il est suffisamment riche pour éclairer la quasi-totalité de la jeunesse africaine qui souhaite reprendre en main son destin culturel. Pour redonner confiance à cette jeunesse-là, parce que c'est important. Je me suis amusé dernièrement que j'étais avec mes enfants chez moi, ils sont tous à l'université, d'autres qui sont même déjà un peu avancés. Et j'ai constaté que malgré ce niveau qu'ils ont déjà atteint, ils étaient par exemple accros des mangas japonais. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment vous pouvez, avec le niveau intellectuel qui est le vôtre là aujourd'hui, être accro à quelque chose qui a été fabriqué comme ça par les Japonais? C'est vrai, nous sommes dans le divertissement, mais nous sommes aussi dans une forme de développement de l'intelligence. Ça appartient à la culture japonaise. Jusqu'à ce niveau. Alors, je pose la question, mais où sont les créateurs africains? Où sont-ils? Et on a l'impression que notre continent ne crée pas. On a l'impression que notre continent est en capacité d'apporter même des éléments d'ordre ludique comme ça à sa jeunesse pour valoriser davantage sa propre culture. C'est ça les problématiques que nous avons quand on parle de ces choses-là. Quand on parle du retard que nous avons cumulé, quand on parle de ce rapport que nous avons eu avec ces gens-là qui nous a rien rapporté, les gens pensent que nous sommes en train de raconter des choses en l'air. Voilà une réalité. C'est-à-dire que même sur le plan culturel, notre jeunesse aujourd'hui est domestiquée par, j'allais dire, les avatars des autres. Mais c'est quoi cette affaire-là? Regardons le cas par exemple du Mali.
la lutte contre le terrorisme au Mali. Longtemps, on nous a fait croire que l'armée malienne était incapable, qu'elle ne pouvait rien faire, qu'elle n'avait que des soldats qui étaient des tirailleurs, incapables de savoir manipuler les armes modernes, n'est-ce pas, qui sont extrêmement importants sur un champ de combat. Mais qu'est-ce que nous constatons depuis qu'il y a le partenariat avec la Russie? Et c'est là où la question commence à être difficile à comprendre. C'est que depuis que la coopération entre l'armée malienne et les Russes se met en place, on voit une armée malienne très, très, très compétitive, qui va de victoire à victoire, qui manipule aujourd'hui des armements qui étaient complètement hors de sa portée de dernière génération. Cela veut dire tout simplement que nous ne sommes pas des niais. Cette jeunesse-là, elle est capable de faire des pas qualitatifs très importants. Mais pour cela, une fois de plus, je reviens là-dessus, il nous faut une très bonne organisation. On manque cruellement d'organisation. Comme Kouma qu'on a cité, elle m'a dit organisez-vous, organisez-vous, organisation, organisation, organisation. Qu'on n'ait pas l'impression que parce que nous sommes éparpillés, parce que de l'Afrique, c'est un continent, on est très grand, qu'on donne la possibilité qu'il y ait au moins des passerelles, du point de vue organisationnel, du point de vue de la réflexion, du point de vue d'un certain nombre de tamis qu'on doit mettre en place pour que justement nos enfants, nos filles et fils, les plus dignes, les plus compétitifs puissent être mis en avant pour tirer les autres de manière importante. C'est ça qu'il s'agit. Mais tout le monde a bacrasé notre continent qu'on trouve même que même dans une entité, n'est-ce pas, de ces États, de ces bantoustans qu'on appelle des États, on trouve encore des querelles, c'est ce qu'on appelle le tribalisme, entre les individus dans un même État, alors que les enjeux sont ailleurs. Nous sommes confrontés à vouloir résoudre les problèmes domestiques de position africaine, alors que les vrais enjeux sont ailleurs. Un Dogon et un Bamileke, c'est la même chose. Un Sarakolais, je ne sais pas, et un Toupouri, ce sont les mêmes peuples, ce sont les mêmes individus. Ce qui est important, ce n'est pas le qualitatif qu'on dise que tu es de telle ethnie ou de telle ethnie. Ce qui est important, c'est d'être en capacité d'organiser les sociétés de telle manière que l'ensemble des personnes vivant dans ces sociétés se sentent à l'aise, soient capables de résoudre, évidemment, des questions de survie au quotidien. Or, depuis les indépendances de Dakar, pratiquement, je ne sais pas où, à Kinshasa, ce sont les mêmes questions d'ordre structurel, pas conjoncturel, qui plombent nos économies et nos sociétés. L'école est payante partout. Les problèmes d'adduction d'eau potable, les problèmes de route, les problèmes de logement. Je voulais vous le dire, le docteur Din-Edouard, à la base, c'est un architecte. Parce qu'il faut loger les populations, il faut qu'ils soient capables de bien manger, il faut qu'ils soient capables de bien s'inscrire pour domestiquer la science au sens large du terme, il faut qu'ils soient capables d'interagir avec leurs semblables, et cette affaire-là qu'ils appellent, les économistes s'appellent la mobilité des biens et des hommes. Il faut que tout cela soit capable pour qu'enfin nous puissions vivre dans un monde où le côté ludique peut avoir sa place. Mais aujourd'hui, on nous fait croire que c'est ce qui est ludique qui est plus important que les questions existentielles de notre survie. C'est ça qui est aberrant au niveau de notre continent. C'est pour ça que je continue de féliciter le peuple malien. Je continue de féliciter le peuple malien parce qu'enfin, avec ce qui se passe au Mali, mais aussi en Centrafrique de plus en plus, on a l'impression que le flambeau ne s'est pas éteint. Le flambeau d'un Kwame Nkrumah ne s'est pas éteint. Le flambeau de Kwame Nkrumah est toujours allumé. Et il ne demande qu'à des bases critiques importantes dans notre continent de s'organiser pour la reprendre et la faire briller davantage. Et je pense que c'est ça aujourd'hui notre défi, le défi de cette nouvelle génération africaine, d'aller dans ce sens-là. Et c'est pour ça que j'applaudis une fois de plus le peuple malien pour cette vision vraiment extrêmement importante qu'on voit aujourd'hui, mais cette détermination à s'affranchir de cette tutelle, de cette oppression-là qui a eu pour paramount en termes de rejet de notre humanité, l'esclavage, la colonisation et le ravalement au rang de la bête. Donc je dis, nous sommes ce peuple-là et nous sommes décidés à continuer ce combat. Partout en Afrique où nous serons, n'ayez pas peur de dire que nous sommes les enfants de cette terre Afrique. Nous sommes ces enfants-là qui sont prêts à partager avec tout le reste des peuples du monde cette idée-là qu'il n'y a rien de plus important que l'homme. Mais surtout un homme qui doit vivre
en accord avec sa culture, avec son environnement, qui doit préserver cet environnement d'ailleurs. Je suis souvent très amusé de voir des gens qui font des COP 21, COP 30, COP 50 et qui sont en train de décimer nos forêts, qui font même des propositions pour essayer de contrer ce qui se passe au niveau de l'Ukraine et la Russie, parce que le blé ne sort plus, en disant mais comme il y a un couvert végétal très important au niveau de l'équateur africain, on va décaper une bonne partie pour faire, n'est-ce pas, de vastes champs. C'est ça le projet FAM, pour nourrir l'Europe. Voilà où on en est. C'est-à-dire que vous avez un problème, au lieu de le résoudre correctement, vous cherchez plutôt des fuites en avant en créant des problèmes encore plus importants ailleurs. Alors, et vous êtes les premiers à venir dire on défend le réchauffement de notre planète en détruisant cette planète. C'est la question qu'on peut valablement se poser. Donc, je pense, et je le dis sincèrement, que nous sommes à l'orée d'une nouvelle, d'un nouveau tournant. Et ce tournant, l'homme africain doit être au centre de cette nouvelle dynamique qui va se produire. On ne peut pas regarder le monde comme des spectateurs. Nous devons nous unir. Nous devons être un pour que chaque fois que les autres viendront chez nous pour essayer de faire ce qu'on voit là, on va donner de l'aide de quelques milliards là pour que les Africains ne meurent plus. On n'a pas besoin de cette aide là. Nous sommes capables nous-mêmes de nous nourrir. Et pour cela, pour qu'on ne soit plus la risée du monde, il faut qu'on soit capable de parler d'une seule et même voix. Les chemins France-Afrique, Russie-Afrique, Chine-Afrique, c'est non. Et tu vois comment tous nos États ils vont en rendre dispersés. Et chacun on le prend de côté, on le malaxe, on lui dit donne-nous telle concession. Non, il faut que l'Afrique apprenne à parler d'une seule et même voix. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Quand nous allons résoudre ce problème-là, les autres problèmes, que moi j'appelle les problèmes secondaires, qui ne sont pas, je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants, ils vont trouver solution parce qu'enfin, nous serons des hommes libres, des hommes souverains dans notre continent, capables de choisir nous-mêmes notre propre voie en fonction de nos propres aspirations. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Le vaillant peuple Dogon, on peut le prendre un exemple, on l'a vu le peuple Dogon être dans les affrontements avec les peuples, alors que ces gens ont toujours vécu en parfaite harmonie. Effectivement. C'est quoi cette affaire? Alors qu'il y avait des forces sangaristes, des forces Barkhane, des forces Takuba sur le terrain, des questions de rivalité et de conflits entre ethnies qui n'existaient pas sont nées. Donc ça veut dire que ces gens n'apportent pas de solution, n'est-ce pas, à nos problèmes. Ils ne sont pas là pour essayer de résoudre les problèmes auxquels nous faisons face. Ils sont là plutôt pour les accentuer, pour mieux nous diviser, nous émietter, nous enlever toute cette force-là dont nous avons besoin pour être en capacité d'être nous-mêmes, de résoudre nos problèmes, mais surtout de montrer un nouveau visage, un autre visage de l'homme noir, n'est-ce pas, à l'humanité. Et ce visage-là, c'est un visage de solidarité, et c'est pour ça que je remercie aussi le peuple guinéen qui a dit non, nous n'allons pas appliquer les décisions de la CEDEAO. Je remercie le peuple sénégalais, dont on a vu des commerçants, des camionneurs sénégalais dire nous allons violer cet embargo contre le Mali. C'est ça, cette solidarité africaine dont nous avons besoin. Et nous allons continuer d'insister là-dessus en disant c'est ça le bâton magique si nous voulons changer complètement de paradigme et faire de notre continent un continent où enfin les fils et les filles de ce continent seront heureux, mais surtout nous aurons la certitude qu'après notre départ, ceux qui viendront après trouveront que nous avons quand même préparé un terrain pour qu'ils puissent être dans un cadre meilleur. C'est ça que ça dit. Merci à vous, Patient Parfendom. Eh bien, on va donc prendre la direction du standard pour retrouver Jean qui nous appelle des États-Unis. Bonsoir et bienvenue, Jean. Bonsoir. Et alors, bonsoir, Junior. Bonsoir, Junior. Bonsoir, Jean. Vous êtes en direct. Nous vous écoutons. Merci, merci. Bonsoir, Parfait. Bonsoir aux autres. Bonsoir, bonsoir, technicien. Junior, j'aimerais surtout concernant la R. Puisqu'aujourd'hui, nous parlons de l'instabilité en Afrique. Regardez la RDC, qui est depuis longtemps instable. Alors que nous avons les opérations venues ce pays pour le maintien de la paix, plus de 30 ans. Et chaque jour, les gens de la RDC ont tué au moins 10, 20 jours. C'est dans ce même pays que les Américains déchirent la terre
pour prendre les minéraux. Mais comment se fait-il que les dirigeants de ce pays n'ont jamais la conscience de savoir que ce sont les Américains qui ont créé et qui continuent de créer ces deux autres dans son pays? Dans ce cas, il ne s'est pas question de question contre les musulmans. Mais il y a une manipulation, et c'est dans cette manipulation que nous spéculons. Nous devons être courageux et rompre avec ceux-là. Avec ceux-là qui se disent américains, venez, qui viennent vous aider. Avec ceux-là qui se disent français ou bien européens qui viennent vous aider. Nous devons rompre avec ça. C'est le courage qui le fait, c'est ce que nous voyons avec le Mali aujourd'hui, qui ne les aime pas. Torsionner la force. Nous devons le faire. Nous devons le faire. Nous devons tourner autour du pot. Ce ne sont pas nos ennemis, ceux-là qui viennent. Hein? Si les Occidentaux ne sont pas nos ennemis, plutôt ne sont pas nos amis, ce sont nos ennemis. Je répète, nous devons le savoir jusqu'à nos dirigeants que les Occidentaux ne sont pas nos amis, plutôt nos ennemis. Quand on parle d'ennemis, c'est l'éveil. Il n'y a pas d'accord entre nous et nos ennemis. Ce ne sont pas les accords, c'est la domination. C'est eux qui manipulent la population. Ils leur donnent des armes pour s'en spéculer. Aujourd'hui, on parle de l'Afrique de l'Ouest, de Guinée. Ce fameux secrétaire de l'ONU était venu là-bas. Il a encore appelé aux Africains, mais ils ne comprennent pas ce qu'il disait. Que le golfe de Guinée sera aussi soumis à des terroristes. Où est-ce que cela vient? Après la Libye et la Syrie, on a amené les terroristes et autres occidentaux en Afrique pour bousiller l'Afrique. Vous vous souvenez de la Somalie? C'est les Américains toujours. Et le courage de le dire et de dénoncer. On va se taire comme ça. Alors pourquoi nos dirigeants? Regardez aujourd'hui encore la sous-région ouest-afrique. Ils sont là. On vient encore planter les terroristes et ils n'ont pas le courage de dire, mais c'est vous qui créez les terroristes. Partez de chez nous. Nous ne voulons plus vous voir ici. Nous voulons nouer la relation avec celui-là qui chasse les terroristes en Russie. Nous voyons les preuves. Et le courage de le dire. Donc nous allons tourner autour du pot, ça va aller nulle part. Pas plus demeurer. Alors, le président parle de diaspora. La façon dont la diaspora africaine se retrouve à l'extérieur, nous le savons. Ça, c'est à la suite des rébellions, des guerres qu'on crée interethniques et puis on vous ramasse comme des réfugiés. On vous impose des choses, vous n'êtes pas en vous-même. Vous ne pouvez pas vous organiser. Bon, c'est comme ça que moi je vois. Nous devons nous resservir et avoir le courage de dire non aux Américains, non aux Français, non aux autres en général. C'est ça le courage. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci à vous, cher Jean, d'avoir apporté votre contribution à l'édition de ce soir. On va rester au standard avec notre appelant. Est-ce que nous avons notre appelant honoré? Eh bien, retournons sur le plateau, étant donné que nous sommes en train de dangereusement sortir de cette édition. On va donc se tourner vers le docteur Diné-Edouard pour essayer d'évoquer des pistes de solutions. La thématique centrale qui nous intéressait ce soir était cette recrudescence en quelque sorte des attaques terroristes sur le continent. On parlait de la crise sécuritaire. Dans le magazine Papyrus, dont on parle depuis le début de cette émission, à la page 55, il y a une image qui m'a marqué. C'est celle de la reine Elisabeth qui s'agenouillait en quelque sorte devant le grand empereur éthiopien Haïré Sélassié. Il faut dire qu'à une certaine époque, il faisait bon vivre sur le continent africain, même pour les Occidentaux. L'Afrique était perçue comme cet endroit-là où il y avait des grands intellectuels, où il y avait des grands hommes. Cela a un peu disparu avec le temps. Est-ce que, d'après vous, la culture peut être ce levier-là qui permettra véritablement et définitivement à l'Afrique de sortir de la situation difficile dans laquelle elle se trouve actuellement, docteur Diné-Edouard? On dit, connais-toi toi-même. Ce n'est pas Socrate qui l'a dit, ce sont les Bambara qui ont dit, les peuples d'Afrique, connais-toi toi-même. Quand tu ne te connais pas, tu n'es pas une personne. Donc quelqu'un d'autre ne peut pas te mettre en tête que tu n'es que le fils de ton père, ou que tu n'es que le fils de ta mère. C'est toi qui dois te définir. Et mes amis disent qu'en Afrique, il n'y a pas le principe du tiers exclu.
Tu peux être le fils de ta mère, de ton père, même de ton oncle. Effectivement. Ça nous contradit. Oui. Donc, nous avons une situation où nous continuons à comprendre que nous allons vivre par la grâce de Dieu. Et quelqu'un a dit, si Dieu nous a donné un cerveau à son image, c'est pour qu'on résolve les problèmes. Le problème de l'Afrique numéro 1, c'est que ce qu'on appelle les Vandales, les Hyksos, les barbares occidentaux, les peuples sans terre, qui n'ont pas de richesse, ils se ruent sur les peuples qui ont des richesses. Donc l'enjeu est double. Comment se protéger de ces vandales-là à nos frontières et comment éduquer notre peuple pour qu'il élève sa conscience et son savoir. C'est les deux conditions. C'est pour ça que je reviens à ce que, si je me paraphrase le Mali, le peuple aurait beau se révolter, insurrectionnel, tant que la force de l'ordre n'intervient pas. Les gars seraient toujours en train de faire des grèves. Et les Français ou autres citoyens européens continuent à subventionner les tenants au pouvoir. On a vu des pays où on peut faire une grève 100 ans. Le gars reste au pouvoir, vous mourrez de votre grève. Donc il faut comprendre que le premier défi, c'est de faire des armées qui puissent se défendre. Je prends deux cas. Quand le Nigeria a demandé aux Américains de leur donner des armes pour combattre Boko Haram, ils lui ont répondu qu'il n'y a pas les droits de l'homme que vous respectez chez vous, donc pas d'armes. Le Nigeria a répondu, nous allons les fabriquer nous-mêmes. Aujourd'hui, le Nigeria fabrique des armes. Première chose. Oui, un peu. Donc, quand la Russie coopère avec le Mali, elle arme le Mali pour que le Mali prenne soin de lui-même. C'est ce que quelqu'un dit, au lieu de m'apporter la nourriture chaque jour. De m'apporter du poisson, c'est mieux de m'apprendre à pêcher. Voilà. Et la coopération russe est en train de donner une leçon au monde occidental. Parce que les Occidentaux sont restés au Mali 10 ans, ils n'ont pas armé l'armée malienne. Hein. Et ils pensaient venir conquérir le Mali. Ils n'ont pas dit, mais les écrits restent. Donc notre problème numéro 1 en Afrique, c'est nous défendre et sécuriser notre patrimoine. Donc, Richard Wright avait dit, il faut militariser l'Afrique. C'est noir américain, dans ce roman. Nous devons tous être des militaires. Et on devient des pays imprenables. La deuxième chose, c'est l'éducation. Quand tu éduques quelqu'un, tu en fais un homme libre. Ce qui nous renvoie à la culture. Et combien de Camerounais savent qu'il y a 4 Camerounais à la NASA? Combien de Camerounais savent? On en connaît un seul. Voilà. Donc, c'est sur ces gens-là qui sont disséminés partout. Si vous voyez le comité scientifique de Papyrus, un des gars a ses bureaux aux Champs-Élysées, l'autre est professeur titulaire en Chine, ainsi de suite. Non, c'est pour dire que c'est ça qui fait la puissance, au sens hegelien du terme. Nous, on nous a distraits avec les problèmes d'argent et de pouvoir. Quand on aura... En fait, c'est pour ça qu'on dit que les intellectuels doivent être aussi des philosophes. Hegel fait la différence entre might et power. Quand tu as la puissance, tu n'as pas besoin de te comparer aux autres. Tu t'es maîtrisé et tu es l'égal de n'importe qui. L'Africain doit donc restaurer sa conscience historique pour qu'il soit l'égal de n'importe qui mentalement. Parce que les guerres se gagnent mentalement. On voit en Ukraine les campagnes d'information des deux camps. Chacun neutralisant l'autre. Si tu n'as pas le mental solide, tu vas dire oui, les Russes ont gagné. Oh oui, les Occidentaux ont gagné. Non, tu dois avoir tes propres critères d'analyse, ce qu'on appelle esprit critique, critical thinking. Et nous, notre système éducatif en Afrique, certains l'ont appelé le système, l'éducation de la récitation. Faidherbe l'appelait l'éducation des otages. C'est-à-dire on vous forme pour que vous soyez captifs du système qui vous a formé. Ce n'est pas étonnant que dans vos télévisions, les gars se vendent d'être diplômés de la Sorbonne. Alors, quand on fait la liste des écoles valables dans le monde, la Sorbonne n'est pas classée dedans. Non, je prends un exemple. Je prends un exemple. Je ne veux pas aller plus loin. Non, c'est pour dire que reconfirmer l'Africain, parce qu'on nous a donné pour le moment 2 champs dans lesquels on peut s'exprimer, et encore, le sport et la musique. Non, on a les Manu Dibango, on a tout.
mais ça ne développe pas un pays. On a les étos. Il faut qu'on se dise que si avec 200 millions d'habitants, ou 140 millions, non, disons 20 millions d'habitants, 200 millions d'habitants, pour faire une analogie, le Nigeria a la même population que la Russie. Produit-elle autant d'ingénieurs? Non. Le Cameroun a le 10e de la population du Nigeria. Produit-elle le 10e des ingénieurs du Nigeria? Non. C'est ça qui fait la balance de force entre les nations. Et la politique européenne et occidentale maintenant, c'est d'effacer les États-nations. Si on n'a pas compris ça, tant mieux. Donc, la course en avant qu'on peut faire, c'est précipiter les États-Unis d'Afrique tout de suite. Si on les proclame en 2023, on est la 5e puissance du monde. Juste derrière l'Allemagne, devant l'Angleterre et devant la France. Comment se fait-il qu'un petit pays comme la France, 60 millions d'habitants, veut gouverner 500 millions de soi-disant franco-africains? C'est ridicule. C'est cette conscience-là qu'il nous faut parce que, et je disais à mon ami Ndom que le numéro suivant, c'est l'intelligence noire. Comment il va façonner l'Afrique? Et je me référais à Cheikh Anta Diop qui disait il faut une relecture de la chanson de Roland, une relecture africaine de la chanson de Roland. Je me référais à Azeye, l'anti-Édipe ou les 11 travaux de Djekila Nyambé. Nous devons retranscrire nos mythologies, nos légendes. Je parle des contes de la brousse et de la forêt, qui nous éduquaient que l'animal le plus fort n'est pas forcément celui qui gagne les paris. C'est cette mentalité dans laquelle l'Afrique se trouve comme petit orphelin dans le monde d'aujourd'hui, alors que nous sommes non seulement les plus nombreux, mais nous avons le quotient intellectuel le plus élevé. Mais nous ne le savons pas. Je vous le dis. Donc, l'un des buts de Papyrus, c'est de provoquer également la conférence à terme des scientifiques noirs dans le monde. Parce que le jour où on a assassiné par drone le général iranien Ghassan Soleimani, combien d'Africains savent que c'est le drone builder de la NASA et du Pentagone qui est un Nigérian qui a fabriqué le drone? Eh bien, Dr Jean, permettez-moi de vous mettre une petite pause pour retrouver Madame Pinters, une de nos téléspectatrices qui nous appelle des États-Unis. Par la suite, je reviendrai pour qu'on termine cette histoire. Bonsoir et bienvenue, Madame Pinters. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, le panel. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Je dis bonsoir au PDG d'Afrique Média. Je l'envoie au président Banakani que je donne. Bon, moi je voudrais dire, parfois il disait que Kwame Nkrumah voulait qu'on se mette ensemble. C'est bien. Mais nous avons des présidents de Satan. Regardez un peu le président de la CEDEAO. Vous voyez l'Ibou qui porte les verts. Aux États-Unis, il y a une publicité en fait là. L'Ibou porte les verts. C'est comme si c'est le président de la CEDEAO qui est en train de parler. Aujourd'hui, on invite le président Assimi Goïta pour l'assassiner. Et on doit se mettre ensemble. Voici des jeunes, des Africains qui décident d'assassiner un président. Mais quand Poutine, vous voyez, Poutine est quelque chose le président ukrainien. Quand il y a eu une réunion là, pourquoi les Français n'ont pas abattu l'avion de Poutine? Et si c'était Assimi Goïta, ils allaient faire tout pour abattre l'avion d'Assimi Goïta. Donc nous avons à la tête de notre pays des satans qui décident. Ils sont en complicité avec la France pour tuer nos présidents. Vous voyez? Et je voudrais aborder un peu mon frère qui avait appelé avant moi là, qui parlait de la RDC. Vous voyez? Aujourd'hui, le président Tshisekedi, non, qui devrait faire appel à la Russie, il dit que les Congolais meurent tous les jours du fait. Mais il ne faudrait jamais avoir confiance à la France et ses alliés. Les gens, pour aller piller, ils préfèrent verser des maladies là-bas, Ebola. Il y a des compagnies même que le gouvernement ne sait pas que ça existe. Alors que le pays est pauvre, les gens sont pauvres là-bas. Hein? Et il est là, il s'entend, on ne sait pas ce qu'il fait. Il ne fait que manger le président là.
le président Tshisekedi, il mange, il ne sait pas, il va partir. Les gens meurent. Et puis l'ONU est là-bas, qu'est-ce que l'ONU fait? Il tue les gens tous les jours. Donc le problème c'est bien. Il faut une Afrique, les États-Unis d'Afrique, mais nous avons des satans à la tête des donc il faut revoir tout ça. C'est très difficile. Les gens meurent dans le pays. Et à l'ONU, il y a tout, mais les gens meurent. Vraiment, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Afrique Média, I love you guys. Bye bye. Apporter également votre contribution. Nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette émission. La connexion est désormais rétablie avec nos amis de l'autre côté de Bamako. On va quand même, même si nous sommes arrivés à la fin, permettre à chacun d'entre vous, chers messieurs, de dire un mot en 2 minutes. On va commencer avec vous, Issa Diawara. En 2 minutes, que peut-on dire pour sortir avec vous? Eh bien, nous avons... Issa Diawara est là. Que peut-on dire pour sortir en 2 minutes avec vous, Issa? Oui, ce que je peux dire, vous avez posé une question par rapport à la plainte que l'État, le fait que l'avocate a dit que le Mali, ce qui s'est passé au nord du Mali était dû à une négligence de la France. Et effectivement, les 2 minutes, comprenez que d'abord l'État malien est en droit de poursuivre la France devant les juridictions internationales. Parce que l'invasion du Mali, la présence des terroristes au Mali, c'est parce que la France a déstabilisé la Libye. Et ensuite, ça c'est premièrement. Deuxièmement, c'est la France qui a fait créer une coalition de tout genre au Mali, notamment une coalition des rebelles séparatistes, des terroristes séparatistes et des terroristes islamistes. Donc la France les a mis en coalition, soi-disant que les groupes rebelles auront ensemble une portion du territoire du Mali qu'ils vont faire appeler Azawad. Donc ça, c'est un complot de la France qui a encore échoué. Donc tous les terroristes que vous voyez là, les autres là, avaient été acceptés par la France. Donc ils ont retourné la veste contre les séparatistes. C'est là qu'il y a eu le divorce. Donc ensuite, j'aimerais dire simplement que les terroristes qui ont envahi le Mali, où est-ce qu'ils ont bénéficié des armes? C'est en Libye. Sur les montagnes de Djebel Foussa. Qui a parachuté les armes là-bas? C'est pas la France. C'est la France qui a parachuté les armes au niveau de Djebel Foussa quand elle a compris que les rebelles étaient en difficulté face aux forces pro-Kadhafi, notamment les forces rebelles étaient bloquées au niveau de Brega et de Misrata. Mais je pense qu'avec un autre débat, on aura l'État d'approfondir cela. Mais l'État malien est en droit de porter plainte contre l'État français. Merci. Et je salue l'honorable Hussein Ouattara qui est de l'autre côté de l'écran. Un très bon honorable. Merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas, Issa Diawara. Eh bien, honorable Fousseinou Diawara, on va vous permettre également, en 2 minutes, de donner votre mot de fin. Ok, merci bien, Afrique Média. Moi, ce que je veux dire seulement, enfin, c'est une adresse à nos dirigeants, qu'ils aient quand même le courage de dénoncer le franc CFA que nous utilisons actuellement. Parce que le franc CFA n'a de valeur que ce que nous-mêmes, nous voulons lui donner. C'est du papier que la France nous vend à prix d'or, alors que nous-mêmes, on peut en fabriquer, en imprimer et assurer avec nos réserves d'or. Donc, c'est un appel à nos dirigeants de démonétiser la assujetture et qui ne nous porte pas de bonheur. Tout le bonheur revient au peuple français. Donc, ils aient le courage d'imprimer la monnaie dont ils avaient dit depuis la création de la CEDEAO en 1975, ils s'étaient donné 15 ans pour imprimer la monnaie communautaire. Donc, ils aient le courage quand même de parachever cela. Merci beaucoup. Merci à vous, Africa Media. Merci aux professeurs. Merci à tous les intervenants. Et merci beaucoup à Général Diawara pour son salut. Merci. Merci à vous, honorable Fousseinou Ouattara, d'avoir répondu présent à cette invitation. Eh bien, un retour dans le plateau pour sortir rapidement avec le docteur. Eh bien, on parlait, je crois qu'ensemble, on a fait l'état des lieux des problèmes. On va rapidement sortir avec les solutions probables et réalisables qui pourront peut-être aider l'Afrique à se sortir de cette impasse.
la sécurité et militariser les Africains. J'ai étudié en Suisse. Tous les Suisses sont des militaires avec des mitrailleuses sous leur lit. On les mobilise à n'importe quel moment. C'est une leçon. Et c'est le pays le plus démocratique du monde, théoriquement. Je voulais parler de l'éducation. L'éducation est clé. Quand tu n'es pas éduqué, tu n'es pas un homme. Encore moins un homme libre. L'éducation doit être gratuite en Afrique parce que pour le moment, nous ne vivons que d'économie de rente. Nous vendons nos matières premières et personne ne peut dire qu'il les a produites. Détournons ne serait-ce que 50% pour élever le niveau de nos populations. Troisième point, tout ce qu'on projette là, unité africaine, ceci, cela, on appelle ça philosophiquement le règne de l'utopie. Et les philosophes disent que quand on a l'utopie, on doit ruser. Parce que si on a l'utopie, on n'a pas la force. Et mon beau petit a dit, mon frère, si tu n'as pas la force, il faut ruser. Et je prends deux cas. On entend parler de monnaie depuis ces dernières années-là. Il faut sortir de franc CFA, il faut créer une monnaie. Touadéra a posé un acte. Il n'a ni dénoncé le franc CFA, ni sorti de ceci, de cela. C'est ça qu'on appelle la ruse. Avec la légalisation du Bitcoin. Il te pousse un pion et il déséquilibre ton échafaud. Et il reste tranquille dans son coin. Certains disent déjà à la BA que c'est inadmissible. Il bavarde. La deuxième ruse, c'est le président Paul Biya. Dès qu'il a signé l'accord militaire avec la Russie, on appelle Nagui Tibor. Il a dit, dans ces conditions-là, nous on va réactiver le NOZO, les Ambazoniens. Ça veut dire on a pris tant mieux pour les Ambazoniens. Alors que lui n'a fait qu'exercer la souveraineté nationale de multiplier les partenariats. Tu comprends? C'est ça qu'on appelle la ruse. On joue. Parce qu'on est dans le jeu. Tu comprends un peu? Si on n'est pas plus rusé qu'à l'adversaire, ils vous ridiculisent. Et ce qu'on voit de l'exemple malien, c'est qu'ils ont réussi à mettre la France dehors. Sans jouer les gros muscles. Et cette semaine, Lavrov a dit que maintenant que la France sache que le Mali est leur partenaire privilégié, donc le cinéma à leurs frontières, c'est fini. C'est pour donner un exemple. Donc, moi, avec ces trois éléments-là, on ajoute un quatrième qui est l'intelligence collective. La civilisation, ce qu'on appelle la domination de l'Afrique a évacué de nous ce qu'on appelait autrefois le communautarisme, l'Ubuntu, comme dit certains. Il faut reconstituer ça à tous les niveaux de la société. La tontine n'est qu'une réminiscence, c'est-à-dire quelque chose qui nous rappelle qu'avant les gens savaient unir les forces. Moi qui suis architecte, je dis que dans chaque village le samedi, les gens construisaient une maison pour un des villageois. On n'allait pas chercher un entrepreneur en ville, non. Donc c'est cette prise en charge de notre environnement qui est le soubassement de la culture africaine. Et si on commence à l'explorer, on va se rendre compte que nos contes, nos trucs font de nous en réalité les prototypes de l'ère qui arrive là, le 21e siècle. C'est-à-dire l'ère de l'algorithme. Notre culture est basée sur ça. Merci à vous, le docteur Digne-Edouard. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette édition. Merci à vous, patient Parfendom. On n'a pas eu le temps de sortir avec vous, mais on se retrouvera pour d'autres éditions. C'est moi qui vous dis merci. Merci et bravo à Afrique Média. Le combat continue. Le combat continue avec nos amis. Merci à vous, Issa Diawara. Merci également à l'honorable Ouattara. Merci, chers messieurs, d'avoir répondu présent à cette invitation. Nous sommes arrivés donc à son terme. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe technique qui a travaillé pour la réussite de cette émission. Restez sur Afrique Média. Dans quelques instants, vous serez en compagnie de Fabrice Ndoum dans le cadre du grand journal africain. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une autre édition d'Appel sur le continent. Mesdames, messieurs, bonsoir.